Alors, on fait un petit changement de programme parce que comme Bruno Maurice était prévu là, mais je préfère, comme c'est magnifique, qu'il va faire une chose plus conséquente à la fin de la journée, à la place qu'on fait maintenant. Non, c'est bien, Jean-Michel? Bon, j'ai même le OK de Jean-Michel, alors je peux continuer. Alors là, on lance le dialogue entre Marie-Josée Sansem, qui est coécrit avec moi beaucoup de films depuis Kippour. Et comme Laurent Roth a considéré qu'elle a inconnu, il a fait un petit texte d'introduction de Marie-Josée Sansem. Alors, Laurent Roth, s'il vous plaît. Bonjour, je vais effectivement essayer de vous accompagner sur la suite de cette réflexion collective commencée ce matin. Il me paraissait intéressant de ramasser aussi quelques fils qui ont été tendus dans la matinée, à savoir que cette partie de la réflexion porte sur les matériaux de la création, et finalement on se rend compte assez vite que la question des matériaux engage dans une esthétique matérialiste, finalement, qui est celle d'Amos Gitaï, la question des formes. C'est ce que disait Emmanuel de Marcy-Mottard en disant « Trouver le lieu du théâtre, c'est déjà interroger sa forme ». Donc ces matériaux vont nous mettre en mouvement et faire œuvre esthétique. Un autre fil, peut-être tendu par Frédéric Maire et Joël Ludvol, c'était cette sensation que le dépôt d'archives, finalement, est sans fin, n'est pas une fin, que cette œuvre qui est multiforme, du théâtre au cinéma, documentaire, fiction, court-métrage, captation, jusqu'au reportage photographique, peut s'auto-engendrer. La question que nous aurons à poser peut-être demain, c'est comment Amos perçoit ce legs d'archives. Est-ce que ça met la fin à une tranche de travail? Est-ce que ça permet d'en réamorcer une autre? Joël Ludvol parlait de La Reine du Meurtre qui commence sur le visionnage d'archives dès 1996 et ce film est en mouvement depuis plus de 20 ans. Donc c'est assez vertigineux tout ça. Et c'était pour un peu introduire à cette question du vertige que j'avais envie aussi de parler de votre collaboration. Marie-Josée Amos, je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse, elle est très ancienne. Elle remonte à plus de 20 ans. Marie-Josée, vous êtes scénariste et traductrice. Après des études de littérature, vous avez été attachée culturelle à l'ambassade de France à Tel Aviv de 1994 à 1998. Et c'est dans ce contexte que vous allez rencontrer Amos Gitaï. Donc ce sont près de 20 ans de collaboration, 13 longs métrages écrits en commun, de Kippour en 2000 à Tramway à Jérusalem en 2018, que vous avez peut-être vu, qui est sorti en salle très dernièrement. Jean-Michel Frodon, dans son très beau texte « Équation des frontières et des femmes », note qu'avec l'arrivée de Marie-Josée, la frontière qui sépare les hommes et les femmes s'est mise à jouer pleinement son rôle dans le cinéma d'Amos Gitaï. Et le paradoxe, c'est que ce sera dans un film de guerre et d'hommes qu'est Kippour. Alors, peut-être que votre arrivée, Marie-Josée, sera à la fois pour quelque chose, bien sûr, dans ce thème du féminin en tant que tel, mais aussi une manière de subjectiver les enjeux, peut-être apprendre à dire « je ». Votre conférence va porter sur les matériaux qui font document dans l'écriture fictionnelle, mais nous sommes bien évidemment intéressés pour savoir comment tout cela devient au final un matériau subjectif, un point de vue, en quelque sorte. Donc nous allons certainement entrer dans ces secrets de votre maïeutique. Merci Laurent. Avec Amos, nous avons pensé vous parler de tous ces thèmes qui sont agités, qui sont débattus ce matin, la question de la mémoire, la question de la subjectivité, la question de la création, à propos d'un film particulier que nous avons fait il y a 5 ans, Tilly, d'après un roman de Aaron Appelfeld. Et il nous a semblé que cette écriture du film, et puis ensuite le film, rebrassait beaucoup des questions qui ont été soulevées ce matin et cet après-midi, et qui pouvaient être intéressantes de vous raconter
comment nous les avons abordés au fur et à mesure de l'aventure, du défi même, de tenter de faire un film à propos de Tzili. Alors Tzili, d'abord Appelfeld, Aaron Appelfeld qui est mort récemment, immense écrivain israélien, était cet enfant né en Bucovine, en Roumanie, né en 1932, élevé en langue allemande, qui a été pris par les nazis. Sa mère a été tuée sous ses yeux, il avait 9 ans. Il a été pris avec son père, emmené dans un camp. Et là, tout jeune, je crois que c'est à l'âge de 10 ans, il a réussi à s'enfuir. Et il a survécu dans les forêts, l'été, tout seul, dans la nature, pendant 3 ans. Et puis l'hiver, il trouvait à se louer comme garçon de ferme chez des prostituées ou des voleurs de chevaux. Et à la fin de la guerre, il a rejoint, comme beaucoup de survivants à pied, l'Italie, les rivages italiens, et de là, il a pris un bateau, il est arrivé en Israël, il avait 14 ans. Et il ne parlait, il l'a raconté dans différents textes, plus aucune langue. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de mélange de mots d'ukrainien, de russe. Et puis, donc, il a été tout de suite dans un kibbutz, il a appris l'hébreu, et c'est en hébreu qu'il est devenu écrivain. Alors, il a écrit Tzili, qui raconte l'histoire d'une petite fille, un peu retardée, de 13 ans, qui survit dans les forêts. Et il a écrit cette histoire bien longtemps après. Il a mis presque 50 ans, je crois que Tzili a été publié en hébreu en 82. Donc, la question, je voudrais tout de suite vous lire un extrait de ce que dit dans plusieurs textes. Et là, j'ai pris un extrait d'un recueil de conférences prononcées par Aaron Appelfeld à ce sujet, c'est-à-dire pourquoi il a mis aussi longtemps à pouvoir raconter cette histoire et pourquoi, pour la raconter, il n'a pas pu raconter son histoire. Mais il a dû passer par la transposition vers ce personnage de petite fille. C'est pas long, je voudrais vous le lire parce qu'il me semble que ça va vous éclairer sur les choix qui ont dû être les nôtres au moment de l'écriture. Donc, ça s'appelle L'héritage nu, c'est aux éditions de l'Olivier. Alors, il dit « Mes premières tentatives d'écriture furent des poèmes et une chronique. Les premiers poèmes n'étaient rien de plus que des hurlements étouffés, des appels au secours, des cris adressés à Dieu. Dans leur désolation, ces poèmes étaient le gémissement d'un animal égaré, mais au-delà de ça, il n'y avait rien. Dans la chronique, j'essayais de décrire ce qui m'était arrivé après que j'avais été séparée de mes parents. Je m'efforçais d'être fidèle à mes souvenirs. La mémoire semblait contenir le plus nécessaire de ce que j'avais connu. Être fidèle à ce qui avait eu lieu était un impératif dont il n'était pas question de s'écarter. Mais comment s'y prendre ? Car la mémoire elle-même se révéla l'ennemi de mes écrits. Lorsque je l'eus transcrite, mon expérience d'enfant dans la Shoah, gravée dans chacune de mes fibres et qui, même après toutes ces années, reste précise et claire, apparut peu fiable à mes yeux. On aurait dit la matière d'une fiction. La mémoire en qui j'avais cru si fort m'avait trompée. Je refusais de m'y résoudre et, fidèle à mes souvenirs, je continuais d'écrire. Le résultat fut, entre autres choses, l'histoire sentimentale et sans relief d'un enfant juif errant dans les bois, nourri de plantes, et qui, aux saisons froides, trouva refuge auprès de marginaux. C'était l'histoire vraie de mon enfance, mais ce qui ressortait de mes pages avait une allure bizarre, peu convaincante et qui pisait inventée. La mémoire compulsive s'empara de mes écrits et m'interdit l'accès à tout autre élément créatif. L'ennemi intérieur entravait mon écriture, il me fallut des années pour le comprendre. Le tournant se produisit quand, avec un sentiment de désespoir, je me mis à un certain moment à écrire non plus sur moi et ce qui m'était arrivé pendant la Shoah,
mais sur une petite fille juive errant par les bois et les villages. Le changement peut paraître insignifiant, mais miraculeusement, comme sous l'effet d'un coup de baguette magique, ma mémoire compulsive disparut et à sa place ou à ses côtés vinrent l'un après l'autre le sens de l'alternative, de la proportion, le choix des mots, tous les procédés dont l'artiste a besoin pour écrire. La question que j'avais devant moi n'était plus désormais « qu'est-il arrivé ?», mais « que faut-il qu'il arrive ?» Alors, j'ai tenu à vous lire cet extrait un peu long parce que, pour vous dire à quel point il y avait pour nous, au moment où on a commencé ce projet, avec Aaron Appelfeld, en le rencontrant, une nécessité morale de respecter l'intention d'Aaron Appelfeld quand il écrit Tsilly, mais bien sûr de respecter fondamentalement ce qui lui est arrivé et de respecter son impossibilité à illustrer sa propre vie. Alors la contradiction majeure devant laquelle nous étions, c'est écrire un scénario, c'est écrire des images, c'est d'écrire des choses qui vont faire sens pour les proposer ensuite avec tout le travail que mènent tous les metteurs en scène, mais en particulier Amos avec ses comédiens, avec ses choix de lieu, avec son chef opérateur. Mais fondamentalement, au moment de l'écriture, de ce qui va décider le projet, comment faire pour ne pas illustrer le désespoir, la misère, la faim, le froid, la peur? Comment faire pour que ça ne soit pas chiqué? Comment faire pour respecter ce par quoi Aaron Appelfeld est passé en tant qu'enfant et puis ensuite en tant qu'écrivain? C'est un enjeu énorme, d'autant plus que nous le rencontrons. Et donc, quand Aaron Appelfeld nous demande comment ça avance, on a une grande frayeur à lui dire des choses. Surtout, vous avez peut-être tous, vous qui connaissez Appelfeld, ce petit homme avec son visage doux, rond, sa voix très douce, et quand il vous demande comment ça se passe, c'est impressionnant et on ne peut pas décevoir Appelfeld. Il est là. Alors, on lui dit, ça prend du temps. Et le fait de lui dire ça prend du temps le rassure profondément. Mais au-delà de ça, il faut trouver une solution à l'écriture. Et donc, nous avons beaucoup cherché. La question majeure, c'était, Tsilly est un roman qui est presque un roman abstrait. Donc, comment traduire cette abstraction dans l'écriture de cinéma? Et j'ai préparé, pour vous montrer, on a finalement trouvé quelque chose, c'est Amos, parce que vous savez, l'écriture de cinéma, on décrit des scènes, donc on enchaîne des séquences. Chaque scène est nommée de façon à permettre aux différents métiers qui vont travailler sur le film de savoir ce qu'ils ont à faire. Et très traditionnellement, on commence par extérieur jour ou intérieur. Et puis tout ça, ça a des conséquences pour l'équipe chargée de la lumière, pour savoir où il faudra être, combien de lumière il faudra prévoir. Donc simplement, vous ne pouvez pas écrire sur l'histoire d'un enfant ou d'une enfant qui va dans la forêt jour et nuit survivre par l'observation de la nature, la reconnaissance du chant des oiseaux. Vous ne pouvez pas écrire extérieur jour forêt, extérieur jour forêt, extérieur jour forêt, ça n'a pas de sens. Ça n'a même tout à fait aucun sens. Donc, j'ai voulu vous proposer, on va passer la citation, ça en était une autre, mais on a lu celle-là, une autre. Voilà. On est parti avec Amos du début du deuxième chapitre de Tsilly, qui est très beau, et qu'on retrouvera dans le film. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le montrer ici. Il arrive au tout début. Quand la haine se déchaîna, ils s'enfuirent tous en laissant la maison à la garde de Tsilly. Ils se disaient qu'il ne lui arriverait aucun mal et qu'elle veillerait sur leurs biens jusqu'à ce que la colère fût passée. L'affolement était considérable, on n'avait pas le temps de penser. Ça, d'une certaine façon, c'est l'esprit d'Appelfeld qu'on inscrit. Si je commande ce que nous avons fait sans l'avoir formulé de façon intuitive,
C'est l'esprit d'Appelfeld, de son texte, de son intention d'écrivain par rapport à sa vie, que nous inscrivons au début du scénario. Et ensuite, et là, Amos, tu voudrais peut-être en dire un mot. Amos, quand le travail d'écriture a pris vraiment beaucoup de temps, c'était difficile de savoir comment faire. Donc, on avait quand même isolé des moments, une progression dans le récit de cet enfant. Et puis Amos, voyant le scénario, on y travaillait ensemble, tout d'un coup m'a dit « enlève », et puis il l'a rayé, je crois même que c'est aux archives, enlève les extérieurs jour, extérieurs nuit, tu prends une phrase et on la met, c'est ça notre séquence. Et donc, c'est ce que vous voyez là sous vos yeux, il n'y a plus de détermination du lieu, il n'y a plus de détermination, il y a un esprit qui consiste à dire qu'on va, de façon poétique, ne plus respecter les conventions habituelles de l'écriture d'un scénario pour tenter d'approcher l'intention du film en espérant qu'elle ne trahit pas l'intention d'Appelfeld. Et je vous passe l'autre page, je ne sais plus, voilà, comme ça. Vous voyez, nous ne sommes plus que dans de la description sensorielle, en réalité, de ce que fait Tsili. Et donc, c'est ça qu'on a remis au producteur. C'est cette version-là sur 85 pages, j'ai regardé tout à l'heure, ça faisait 85 pages, que nous avons remis au producteur. Alors, je voulais vous montrer ça pour vous dire que l'une des difficultés, c'était effectivement comment écrire une abstraction pour le cinéma, enfin au stade de l'écriture, hein, du papier et du scénario. Et donc, d'une certaine façon, si on revient sur ce que nous avons dit tout à l'heure sur la question des documents et de la mémoire, en l'occurrence, là, le document réel qui nous inspire n'est pas le roman, mais ce que nous supposons de la vie d'Appelfeld. Donc, c'est cette série de séparations entre l'expérience de vie d'Appelfeld, le passage par son roman, et puis l'arrivée vers nous pour le film. La notion de document s'étend. Si on va ensuite, je voudrais ensuite, on vous projettera un extrait de Tsili dans quelques instants, la fin, mais je voudrais revenir aussi sur la question du lieu et de la langue. Pour tourner le film, ce personnage, moi je disais beaucoup à Amos, ça doit être une très jeune actrice, elle a 13 ans, bon. Et Amos me disait pas du tout, c'est pas indispensable. Vous verrez dans le film, c'est Sarah Adler et une autre actrice qui joue Tsili. Et puis tu as fait beaucoup de repérages en Roumanie sur les lieux où Appelfeld a survécu. Et en fait, le film a été tourné en Israël. Pas besoin de vous dire que les forêts du nord d'Israël, ça n'a rien à voir avec une forêt d'Europe de l'Est, évidemment. Et donc tout ça interroge évidemment ce que le projet devient pour Amos et comment aujourd'hui une œuvre, qu'elle soit un roman, un film, peut convoquer d'autres formes artistiques pour parler, évoquer la question de ce traumatisme de la Shoah aujourd'hui. Et donc, c'est maintenant... Voilà. Non, pour ajouter, Marie-Jo, à ça, c'est-à-dire j'ai effectivement allé avec Denis Fred, qui était un des producteurs dans les Romanies du Nord, à côté de Suceava, c'est sur les frontières de l'Ukraine, parce que Appelfeld, il faut dire, il est d'origine de Tchernovitch, qui est à côté. Mais en arrivant à Suceava, on a trouvé qu'il y a une très belle synagogue, mais il y a seulement 7 juifs qui restaient là-bas. C'est-à-dire, c'est comme après des bombes qui effaçaient les populations. Et le décor était intact, il y avait encore des gens qui travaillaient la terre d'une façon traditionnelle, etc. Mais j'ai senti qu'il n'y avait pas l'esprit que je cherchais, c'est-à-dire ce problème de certains pays d'Europe de l'Est, qu'il n'y a pas de traces d'existence juive contemporaine. Après,
on était allé chercher des comédiens qui vont parler, parce que les choses que Marie-Jo n'a pas complété les phrases, c'est-à-dire Appelfeld, sa langue natale était allemand, mais comme c'était la langue des assassins de sa mère devant lui, il a décidé de plus jamais parler allemand. Et comme il a émigré en Israël, il a écrit tous ces textes en hébreu, qui n'était pas du tout sa langue. Et moi, j'ai demandé à Appelfeld qu'on va tourner en yiddish. C'est-à-dire, j'étais envie de refaire les migrations des textes vers la langue d'origine, peut-être des Juifs d'Europe de l'Est. Alors, j'ai cherché aussi des comédiens qui vont parler yiddish. Et on était allé à Bucarest. Il y a une grande école juive à Bucarest, mais il n'y a aucun juif. C'est strictement parce que le niveau des mathématiques est très bon. Alors, il y a beaucoup d'élèves, mais il n'y a pas d'élèves juifs. Alors, personne parle yiddish. Après, je suis parti à New York. J'ai même raconté quelques comédiens qui jouaient avec les frères Cohen, etc. Mais c'était un yiddish plutôt synthétique. Et finalement, j'ai choisi des comédiens que je trouvais qui sont de bons comédiens, mais qui ont appris les langues yiddish par l'expérience de parler avec leur grand-mère. Et c'était toute une expérience pour eux. Alors, il y a tout un travail de transposition, c'est-à-dire, comme je parlais tout à l'heure vis-à-vis d'Albert Camus, et comme au début de la journée, et comme je suis formé comme architecte, alors j'ai l'expérience de transposer une discipline sur une autre, et j'étais envie de transposer. Et aussi, c'est une bonne occasion de rendre hommage à mon équipe qui est composite aussi. Il y a des Israéliens, il y a des Palestiniens, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a de tout le monde. Mais j'ai senti beaucoup plus confortable de tourner avec l'équipe dans les zones que je connais, et pas dans un pays étranger, même si le décor, d'une façon théorique, était plus, comme Marie-Josée l'a dit, le plus juste. Alors, c'est toujours un travail de synthèse dans lequel il faut trouver les bonnes formules, le bon équilibre et les bonnes équations entre plusieurs paramètres. Qu'est-ce qui va donner ce film sa force et son... parce que l'avantage d'Appelfeld sur beaucoup d'autres écrivains qui sont évoqués les mémoires de Shoah, qu'il ne sait jamais d'instrumentaliser le Shoah. C'est-à-dire il reste rigoureux, l'émotion est retenue, ce n'est pas une chose ni hystérique ni extérieure, c'est toujours par l'univers interne de cette série de figures. Et j'étais envie de rester fidèle à cette discipline que Appelfeld il a imposée sur lui-même. Et la Shoah, ce n'est pas un gadget qu'on peut utiliser politiquement, ce n'est pas un gadget d'augmenter le sens de culpabilité, c'est un événement entier par lui-même et par la façon qu'il traduit dans l'univers intime. Et c'est ça a été le challenge. Mais ce challenge, il faut aussi mentionner que c'est toujours compliqué dans les jours d'aujourd'hui, avec le système qui devient plus bureaucratique de financement du cinéma. Et ce scénario que moi j'aime beaucoup, et les gens de différentes chaînes et différentes institutions, ils disent oui, mais ce n'est pas la convention d'écrire un scénario, comme si il y a une convention d'écrire un scénario. Alors dans ce type de cinéma, on est toujours dépendant des gens rares qui comprennent le projet dans le sens profond, qui ne vont pas essayer de nous faire l'école de première année d'école de cinéma, mais qui comprend qu'il y a une décision volontaire d'articuler différemment le cinéma, parce que le cinéma, il ne faut pas qu'il ferme sur lui-même ni ses propres conventions, mais il faut qu'il cherche toujours d'autres horizons. D'ailleurs, comme demain, on va voir un de mes élèves de Columbia, qui est Wale, qui va nous parler de cinéma colonial à l'africain. Comme je suis prof des fois à Columbia, j'étais cette année, j'ai envoyé aussi mes étudiants d'être créatifs vis-à-vis de l'interprétation de ce médium. Mais je ne suis pas sûr que je lui donné de bons conseils, parce que les profs plus conventionnels chez Richard de cette école de Columbia, ils vont reformuler avec etc. Mais c'est un vrai dilemme, parce qu'effectivement,
les conventions des décideurs des chaînes télévisuelles et les fonds publics, il nous fait pression d'être conventionnel, predictable, indoctrinaire, linéaire, etc. Il faut que le cinéma résiste à cette proposition. Alors, c'est une occasion que je suis très content d'avoir l'occasion d'évoquer quelques idées. Mais peut-être on va montrer un extrait maintenant, non? Oui, je voudrais juste montrer une image avant l'extrait. Elle a été prise sur le tournage depuis le téléphone. Vous voyez Appelfeld sur le tournage de Tsili. Et Amos lui avait demandé de lire le début que vous avez vu sur la première page du scénario que je vous ai présenté. Donc il lisait son propre texte, l'histoire de sa propre vie, mais en hébreu sur le tournage de Tsili. Et puis finalement, c'est autre chose. D'ailleurs, Marie-Pierre, ça doit être chez vous à Stanford. Ouais. Pas la photo parce qu'elle est dans mon téléphone, mais ce qui était, je me souviens de cette chose incroyable qui était de voir Appelfeld lisant son propre texte pour le film d'Amos. Et ce texte-là, vous allez le voir maintenant dans l'extrait qui est présenté de Tsili, revient en yiddish dans le film, et non plus en hébreu. Шевелись! Руки! Weil sie so ausgebrochen, die Sinne in Gas, sind alle entlaufen in übergelost Zili, soll hieten die Stieb. Sie haben gemeint, als ein klein, schwach Mädel wird kein Schlechtes nicht geschehen. Und sie wird abhieten, Segentum, bis wird dadurch der Gefahr. Zili hat gehört, und sich nicht umgerief. Die Panik ist gewesen groß. Und es ist nicht gewesen, keine Zeit sich so vertracht. Man wird kommen, dich nehmen, haben gesucht ihre Brüder. Rauflegen dich dem Futter auf dem Trugbett. Wir haben keinen Platz für dich. Verwundete überall, Flüchtlinge auch. Die Stadt wurde bombardiert. Der Doktor arbeitet von früh bis spät. Ich hoffe, dass er bald kommt, um dich zu untersuchen. Der Tod ist nicht so schrecklich. Wiss weiß ich euch. Du hast Glück, dass du Darf ein nur Bett Gieber hast. sein, die schändliche Wir haben gar Schreck. keinen Platz hier. Ich habe ein Krankenhaus seit einer Woche nicht verlassen. Haben ist Gieber der Schreck. Seht als euch Jeden anders. Tag bringen sie noch und noch Verletzte. Die Front ist nur 20 bin Kilometer von glücklich. hier. Ich kann nicht mal nach Hause gehen. ich Mein bin Mann ist glücklich. schon wütend auf mich. Also ich bin Gieber gewinnt, die Schreck. Er ist nicht gerade geduldig. Er will mit Die mir jüdische schlafen. Eiser ist nicht keine Zeit. Öffne den Mund, das ist Tonic. Ständig aber hole. Ständig ist das etwas, was man muss beweisen. Jeden Tag bringt man Kranke in Pletim. Halte den Kopf hoch. Du willst in einem anderen Land leben. Das ist doch dein Traum. Zeig deine Gefühle nicht. Erzähl niemandem etwas. Was dir passiert ist, passiert allen Frauen. Du musst vergessen, du bist jung, du bist hübsch. Denk an die Zukunft, nicht an die Vergangenheit. Ich nicht kein Ärter, ich nicht kein Doktoren. Die etliche Doktoren sind voneinander geteilt zwischen die Spitaler über der Churverstut.
Так не могу понять. Как это тебе удалось? А за талант. У меня бы так не получилось. Все во мне выдает меня. Mein Äußern, mein Nuss, meine Augen, mein Essen, mein Schlupfen. Alles. Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил среди чужих. Мой папа всегда говорил, я свободный человек. Он любил повторять, ich bin ein freier Mensch. Freier Mensch. Я на него не похож. Я боюсь. Ich bin ein Pardon. Ich hab Meure. Sie sind Pardonim. Und ich euch. Was ich will, was ich will, was ich will. Ich will ein Tabak. Das ist Salz. Und Zigaretten bin ich ein Insekt. Ein Insekt. Ich bin ein Gurnischt. Gurnischt. Weil sie so ausgebrochen, die Sinne in Gas, sind alle entlaufen, in übergelost Ziele, soll hielten die Stieb. Sie haben gemeint, als ein klein, schwach Mädel wird kein Schlechtes nicht geschehen. Und sie wird abhieden, Segentum, bis wird dadurch der Gefahr. Ziele hat gehört, und sich nicht umgeriefen. Die Panik ist gewesen groß. Und es ist nicht gewesen, keine Zeit sich zu vertrachten. Man wird kommen, dich nehmen, haben gesucht ihre Brüder. Rauflegen dich dem Futter auf dem Trugbett. Noch in derselben Nacht sind rein die Sellner in beräubte Häuser. Es ist gewesen eine Klugerei und Gewalten bis in den Himmel. Aber sie hat man etwas nicht umgerührt. Erst hat man sie nicht bemerkt. Sie hat sich behalten in Häuf, in der hintersten Bude, zwischen die Fesslach und die Säcke. Sie hat gewusst, als sie darf hinten die Stieb. Aber die Schreck hat sie abgehalten. In der Behältnis hat sie gehofft, als ein Kohl von nun, der wird sie kommen riefen. Dem ganzen Raum haben ausgefüllt Geschreien, Billereien, Schießereien. Von Schreck hat sie übergehasert die Wörter, was der Alter hat sie ausgelernt. Das Murmeln hat sie beruhigt und sie ist eingeschlafen. Schon lang ist sie geschlafen. Wenn sie hat sich häufig gehabt, es gewesen Nacht und eine tiefe Stillkeit hat geherrscht darum. Sie hat herumgenommen die Säcke von dem Kopf und ein Licht vom Himmel hat sich hereingerissen durch die Krates von der Bude. Sie hat sich ein bisschen aufgehoben, ungelehnt auf die Hände. Beide Füße ein gewähnt gelähmt von Kälte. Sie hat mit beiden Händen
ungerieben die gelähmte, kalte Fies. Der Wetig ist vorbei. Eine lange Zeit hat sie sich unsparendig auf beide Hände gekickt auf den Himmel. Und also kickendig haben sich geöffnet ihre Lippen und gemurmelt. Und vor wem wirst du dürfen abgeben an den Verkäschen. Derweil haben sich ihre Füße erwärmt und sie hat abgenommen für sie die Säge. Sie hat sich gesucht, ich muss aufstehen. Und sie ist aufgestanden. Die indische Bude ist gewähnt von ihr. Die Bude ist gewähnt von Brüste breiter. Hat gedient für das Kleid von Glätzer. Festlich an alte Wanne. In ein paar lehmene Tepp. Ach, jetzt hier, wohl kein nicht eingefallen, als das verloste, schmutzige Ort kann sein Behältnis. Jetzt hat sie gefühlt eine Bänkschaft zu den verlosten Sachen. Zum ersten Mal ist sie gestanden frei in der dunklen Nacht. Wenn sie es gewesen ein Kind, pflegt man herablassen die Ludens sehr früh. Und wenn sie ist ausgewachsen, hat man nicht gelassen sie heraus in der Finster. Das ist gewesen die erste Finsternis, wo sie hat Mamisch umgehabt mit ihren Händen. Sie ist heraus von der Hindbude und sich gelost rechts zum Feld. Mit dem Mund hat sich über ihr entpleckt der Himmel, hoch über ihr, und sie ist gewähnt kleiner von die Kukurydzenstängler. Schon lang ist sie gegangen, sich nicht umgekickt. Danach pflegt sie sich aufstellen und sich einhören zum Flüstern von die Blätter. Es ist gewesen ein leichter Wind und die kalte Finsternis hat beruhigt ihr Durst.
précision, bien sûr, c'était la fin du film, et si Amos, tu voulais bien nous dire quelques mots justement de ces documents qui arrivent à la fin de Tsili. C'est bien sûr les enfants qui étaient en majorité exterminés, que j'ai trouvé dans l'Institut Yiddish à New York, IVO. L'archiviste qui m'a expliqué que maintenant il y a personne qui est intéressé, il m'a dit amène un disque dur et je te donne toutes les images. Et maintenant j'ai un énorme archive de films de famille comme ça qui étaient tournés jusqu'avant l'invasion nazie en 1939. Merci beaucoup. On aimerait en savoir encore plus, mais bien sûr, Marie-Josée est modeste, mais elle a écrit 2 très beaux textes que j'aimerais citer sur cette dialectique, cette maïotique entre vous deux qui est fascinante, passionnante et qui a une longévité très rare dans l'histoire du cinéma. Donc si je ne me trompe pas, sur Anna Arabia, c'est dans Amos Gitaï, architecte de la mémoire, un témoignage sur l'écriture, la construction de ce projet, et sur Kedma dans Genèse, édité chez Gallimard également, avec Jean-Michel Frodon, oui, qui sera là avec nous demain, qui est déjà là.